bonjour Philippe. Salut Christelle. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr. Alors je m'appelle Philippe Calfine. Je suis arrivé ici le 1er mars 2015, si je ne me trompe pas. Tout d'abord, je m'étais engagé dans les forces armées de la DPR. J'ai servi en premier lieu dans la 9e brigade à Zaïchenko, près du front de Chirokino. J'ai changé quelques fois de bataillon, j'ai fait Sparta, j'ai fait anciennement Oplot, qui n'est plus Oplot. Ensuite, donc je servais d'abord dans l'infanterie, je me suis ensuite spécialisé dans l'artillerie. J'ai fait 1 an de service ensuite à Starmirovska, sur le front ouest donc, de Donetsk, ouais. Et ensuite donc à la fin de mon contrat, je suis parti. Je me suis inscrit à l'université, j'ai fait plusieurs choses, j'ai fait un petit peu d'humanitaire, donc j'ai été étudiant aussi pour apprendre le russe, pour m'élever un peu en russe quand même, parce que je voulais m'intégrer ici. Donc certains sont partis, certains sont restés, mais c'est vrai que si vous voulez rester, il vaut mieux quand même parler le russe. C'est clair. Donc j'ai fait 6 mois à l'université. Ensuite, un ami espagnol m'a fait rentrer dans l'agence Newsfront. J'ai travaillé pour eux 1 an environ, enfin entre 10 et 12 mois, enfin presque 1 an. J'ai vu, il y a eu une opportunité de rentrer dans un autre bataillon, donc j'ai décidé de me réengager, je m'étais entre guillemets bien reposé. Et donc j'ai servi 11 mois ensuite au bataillon Petashka. Et je me suis fait ensuite rappeler par Newsfront. Et donc maintenant je suis redevenu journaliste officiel pour l'agence Newsfront de la rédaction française. D'accord. Ouais, donc c'est quand même un sacré parcours et donc déjà 4 ans que tu es là. Je suppose que tu as vu quand même pas mal de choses depuis que tu es ici en tant que soldat, en tant que journaliste aussi peut-être un petit peu. Qu'est-ce qui a été le plus dur émotionnellement pour toi ici comme situation? Qu'est-ce qui a été vraiment le plus difficile? Il y a eu beaucoup de choses, hein, comme vous pouvez vous en douter. Côté militaire, outre le fait des bombardements et de la guerre en elle-même, c'est un changement de cadre total, que ce soit hygiène de vie, niveau ambiance de vie, c'est-à-dire que c'est vrai qu'en France on est un petit peu plus individualiste, un petit peu plus carriériste, si j'ai envie de dire. Et c'est vrai que quand vous vous retrouvez dans une unité de combat, tout le monde est là les uns pour les autres, tout le monde a son rôle à jouer et en même temps tout le monde est ensemble. Et c'est des conditions particulières, c'est des conditions à la fois plus dures et à la fois qui m'ont beaucoup plus accroché. Donc c'est difficile à dire, je comprends. En fait c'est que la vie dans les tranchées, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a plus vu en France depuis la guerre d'il y a un siècle, voilà. Donc c'est vrai que les Français savent plus ce que c'est une guerre de tranchées, hein, des conditions extrêmement difficiles, mais en même temps ça soude en fait les gars entre eux, quoi. C'est ce que tous les soldats m'ont dit. Est-ce que je suppose aussi la perte des camarades, quand il y a un camarade qui meurt, je suppose que ça a dû arriver plusieurs fois, sûrement de nombreuses fois même d'ailleurs. C'est difficile à dire, en fait je comprends qu'ils sont morts, mais des fois j'en parle comme s'ils étaient encore en vie et c'est un peu... Comme si quelque part ils étaient toujours là, quoi. Ouais, c'est un peu particulier. C'est un petit peu particulier. Ouais. Quand vous avez passé beaucoup de temps avec et du jour au lendemain ils disparaissent, c'est comme s'ils étaient en vacances ou quelque part, enfin j'ai du mal à dire. C'est comme s'ils étaient partis quelque part, mais c'est un petit peu ça. Après ça arrive souvent que vous êtes sur une rotation, vous partez sur un autre front et que vous retrouvez un ancien camarade 1 an ou 2 ans après, quoi. Donc quand vous apprenez que quelqu'un est mort, c'est un peu sur ce même principe-là. Vous dites bon dans 1 an ou 2 ans, je vais le revoir, quoi. Tu comprends que non, mais voilà, psychologiquement tu te dis comme ça. Tu te dis ça, quoi. Est-ce que tu as vu toi-même des crimes de guerre contre les civils, des bombardements de zones civiles qui étaient éloignées, on va dire, des positions? Oui, disons que quand j'étais à Starmirovska, c'est la période où j'ai fait le plus longtemps et la période qui a été la plus violente de ma propre expérience. Et ce front est lui-même il longe le bord d'un village. Et alors après, allez savoir si c'est les Ukrainiens qui sont très mauvais ou s'ils font exprès de tirer sur les civils, bon, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, entre la ligne du front et le village, il y avait
énormément d'obus, de missiles, de roquettes, tout simplement nous passer au-dessus de la tête. Ah, et que vous voyez atterrir derrière voilà, vous, quoi. Et aller tirer directement sur le village. Donc c'est pas vous qui tiriez hein, sur les civils, comme dit la propagande ukrainienne, hein, qui dit que voilà, c'est ça. Non, on les voyait clairement, surtout la nuit. La nuit, ça se voit très bien. Ouais. Parce qu'il y a un petit faisceau lumineux derrière, quoi. Et ça fait comme des artifices sur le village, quoi. Ah ouais, donc vous voyez vraiment où ça vous passe au-dessus et où ça va atterrir, quoi. D'accord. Quel message t'aimerais faire passer aux Français qui vont voir cette vidéo à propos de la guerre ici, à propos de ce qui se passe en Ukraine, parce que bon, on voit qu'il y a toujours hein, soit c'est le silence, soit ils continuent de nous sortir les médias français toujours les mêmes anciennes hein, sur l'agression russe contre l'Ukraine, etc. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Est-ce que tu l'as vu toi l'armée russe ici? Non, évidemment qu'on a un soutien de la Russie. Par contre, absolument, déjà s'il y a des Russes ici, ils viennent en tant que même comme moi, je suis français. Comme volontaire. Voilà, il n'y a pas l'armée française ici. Il y a eu quelques Français, il n'y a pas l'armée française. Voilà. C'est ça. Et donc j'ai déjà travaillé avec des bénévoles russes, enfin avec des engagés russes, mais ils étaient absolument pas, ils n'avaient aucun contrat de l'armée russe. Enfin, il n'y a pas d'armée russe. Quoi. Non. Et la grande majorité donc des soldats sur le front, ils viennent d'ici, ils sont de Donetsk. Il y a aussi pas mal de volontaires de l'Ukraine même. Hein, Enfin, je vais dire Slaviansk, ça va faire voilà, mais de la zone qui est tenue actuellement par l'armée ukrainienne. Zone, qui est tenue de l'Ukraine et même carrément de Kiev et de plus à l'ouest. Donc des engagés, il y en a de partout. Donc après, aller récupérer, je sais qu'il y a eu des prisonniers, voilà, les Ukrainiens disaient que c'était des Russes, tout ça. Mais c'est totalement. C'est comme s'ils me kidnappaient et qu'ils disaient que l'armée française était là. C'est tout aussi débile, quoi. C'est incohérent. Et donc le message que tu aurais pour les Français qui voudraient s'informer un petit peu sur le conflit, comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe réellement là-dedans? Ça reste toujours sérieux. C'est vrai que je suis assez déçu. Il me semble que la première année c'était relativement relayé en France. Et c'est vrai qu'ensuite, 4 ans, quand c'est déroulé, il y a eu encore des grosses batailles. Et même lorsqu'il n'y a pas des grosses batailles, il faut bien comprendre que pour les civils, militaro-civils, disons, qui combattent sur le front, bataille ou pas bataille, c'est très compliqué sur le front. Et je pense que toute la population souhaite la paix. Voilà. Oui. Après, ce qu'il faut, c'est faire la paix dans de bonnes circonstances. Dans de bonnes conditions, oui. Voilà, dans de bonnes conditions, qu'on ne se fasse pas... Voilà. Nettoyer ethniquement façon solution croate, hein, comme le proposent régulièrement un certain nombre de politiciens nationalistes ukrainiens, enfin nationalistes, c'est même les néo-nazis. Hein. C'est le problème, ouais. On va voir avec les élections là, qui vont se passer, c'est le 31 mars qui vont se passer en Ukraine. Bon, déjà, je crois de ce que j'ai vu, aucun candidat n'est vraiment favorable au Donbass. Mais il y a eu une proposition de fait de récupérer le Donbass avec un petit peu d'indépendance, mais sous contrôle ukrainien. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne doit absolument pas leur faire confiance. Vu la politique qu'ils ont à Kiev, comme tu disais, nationaliste et complètement russophobe, le problème, c'est que c'est la confiance qui est rompue. Donc, ça fait déjà 5 ans. La confiance, et puis je pense, comme disait cette dame là, qui a signé ce cahier de doléances, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de souffrances, de destruction. Les gens ici ne peuvent pas oublier comme ça d'un claquement de doigts ce qui s'est passé, ce que l'armée ukrainienne a fait ici. Et donc on voit pas bien comment le Donbass pourrait retourner au sein de l'Ukraine. C'est très compliqué. Je pense que la première année, peut-être il y aurait pu avoir des négociations réelles qui auraient été faites. Le problème, c'est que voilà, au bout de 5 ans de guerre, plus personne ici ne se sent ukrainien et plus personne ne veut appartenir à l'Ukraine. Donc, après, c'est pas mon travail, hein, c'est aux politiciens de régler le conflit. Mais je sais que les soldats d'ici resteront à leur place et s'il y a une offensive ukrainienne, même s'il va y avoir beaucoup de pertes et de sacrifices humains, tout le monde va combattre pour la DNR. Donc, mis à part s'ils veulent éviter un massacre des deux côtés, parce que nos civils sont assez motivés pour garder leur identité. Donc pour éviter un massacre des deux côtés, il faut des négociations et l'indépendance des deux côtés. Donc ce qu'on peut recommander aux gens, c'est de s'informer sur internet, sur les médias alternatifs, sur Newsfront, sur Donbass Insider, sur d'autres médias qui parlent en français, en anglais, de ce qui se passe ici. Ah oui, absolument. Disons que surtout qu'on est très peu, donc et on est sur
place surtout. Voilà. On connaît la situation sur place et ouais, ça peut. Il y a des fois c'est compliqué aussi sur place, mais c'est la guerre et voilà, tout le monde faut la paix.